Je me suis arraché mes propres dents, une par une, et j'ai adoré la sensation. Quand je me suis regardé dans le miroir le 7e jour, je n'ai pas reconnu ce qui me regardait en retour. Mes yeux étaient vides, mais je ne me suis jamais senti aussi vivant. Ils ont payé 15 000 $ pour que 12 personnes aillent sur une montagne isolée. Seuls 2 sont revenus. Et le pire, on veut y retourner. Laisse-moi te raconter ce qui se passe quand tu découvres que le monstre, c'était toi, depuis le début. Ils nous ont dit que c'était une expérience de survie. 7 jours isolés dans les cascades, sans technologie, sans contact extérieur, juste nous et la nature sauvage. Ils payaient bien, absurdement bien. 15 000 $ pour une semaine de déconnexion totale et reconstruction du moi primitif. On était 12. Des inconnus réunis par la cupidité et l'illusion d'aventure. Aucun de nous n'a demandé pourquoi le paiement était si élevé. Pourquoi les organisateurs ne montraient jamais leur visage, seulement des voix déformées dans des appels cryptés. Pourquoi le contrat contenait une clause nous exonérant de poursuites en cas d'événements psychologiques imprévus. On aurait dû poser la question. On nous a largués en hélicoptère au sommet d'une montagne sans nom. Le pilote n'a même pas coupé le moteur. Il a ouvert la porte, jeté nos sacs sur le sol rocailleux et hurlé par-dessus le bruit des pales. 7 jours, n'essayez pas de descendre avant. Le sentier n'apparaît que le 7e jour à l'aube. Puis il est parti, nous laissant sur un plateau de pierre entouré d'une forêt de sapins noirs qui semblait aspirer la lumière du jour. Il y avait une plaque métallique plantée au centre de la clairière. Instructions gravées au laser. Bienvenue au protocole atavique. Règles inviolables. 1. Montez le campement uniquement dans le cercle marqué. 2. Maintenez le feu allumé toutes les nuits. 3. N'entrez pas dans la forêt après le coucher du soleil. 4. Si quelqu'un change, ne tentez pas de le sauver. 5. Le 7e jour, seuls les dignes partiront. C'est quoi cette blague de mauvais goût? Raven, tatoueuse de Seattle aux cheveux violets et piercing au septum, a donné un coup de pied dans la plaque. Seuls les dignes, on dirait une secte. Damien, coach sportif à l'ego plus gros que ses muscles, a ri. Détends-toi, c'est du théâtre. Ils veulent nous mettre la pression pour l'expérience psycho, voilà tout. On campe, on empoche le fric et on se barre. Mais pendant qu'il parlait, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé la moelle. À la lisière de la forêt, accrochés aux branches basses, des vêtements, vestes déchirées, sacs éventrés et une botte, une seule, avec quelque chose encore dedans. Personne d'autre n'a semblé le remarquer ou a choisi de ne pas le faire. On a monté les tentes dans le cercle marqué. 12 pierres blanches parfaitement disposées, chacune gravée d'un symbole différent. La mienne représentait un œil qui pleurait du sang. Raven a ri nerveusement en voyant la sienne, une bouche cousue. Quand le soleil a commencé à se coucher, on a compris quelque chose de terrifiant. Il n'y avait aucun oiseau, aucun insecte, aucun vent. Juste un silence si dense que mes oreilles bourdonnaient pour combler le vide. Et puis, au moment exact où la dernière lueur a disparu à l'horizon, on a entendu un tambour, lent, profond, venant de l'intérieur de la forêt, et des voix, chantant dans une langue qui n'était pas humaine. Le feu que Damien avait allumé a triplé de taille tout seul. Les flammes sont passées au bleu, puis au vert, puis à un rouge maladif. Sur la plaque métallique, de nouvelles mots sont apparus, se gravant comme écrits par des doigts invisibles. Le rituel a commencé, que les faibles nourrissent les forts. Le premier changement a eu lieu la 2e nuit. On a passé la première journée dans le déni collectif. Effets spéciaux, disait Damien. Projecteur caché, proposait Kenji, programmeur de la Silicon Valley. Mais personne n'a pu expliquer comment les mots s'étaient gravés dans le métal. Ni pourquoi, quand on essayait d'explorer la lisière de la forêt le jour, nos corps refusaient simplement d'avancer, comme un mur invisible nous repoussait. L'IA, infirmière de 40 ans aux yeux doux, a commencé à agir bizarrement après le dîner.
Elle s'est plantée près du feu, fixant les flammes, la tête penchée à des angles qui me faisaient mal au cou, rien que de regarder. Puis elle s'est mise à griffer son bras. D'abord doucement, ensuite avec frénesse. Ses ongles lacéraient la peau en lignes rouges qui coulaient jusqu'au coude. « Lia, qu'est-ce que tu fous ?» Raven a essayé de la retenir, mais Lia s'est retournée à une vitesse inhumaine et a souri. Ce n'était pas son sourire. Il était trop large. Ses dents semblaient plus pointues, et ses yeux étaient devenus noirs comme du goudron liquide. « Je peux voir maintenant », a-t-elle murmuré d'une voix qui était 3 voix superposées. « Je peux voir ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. Et c'est magnifique. C'est rouge et chaud, et si affamé. » Elle a couru dans la forêt avant qu'on puisse l'arrêter. Elle a traversé la barrière qui nous retenait comme si elle n'existait pas. On a entendu ses cris pendant exactement 43 secondes, puis plus rien, juste le silence étouffant. Le lendemain matin, on a trouvé ses vêtements pliés avec soin sur une des pierres du cercle, et au centre, son cœur, encore battant. Battant tout seul, sans corps, sans sang, juste pulsant au rythme du tambour lointain qui n'arrêtait jamais. Personne n'y a touché. La règle numéro 4 avait raison. Si quelqu'un change, ne tentez pas de le sauver. 3e nuit, 2 disparus. On n'a retrouvé que des cendres à la place de leur tente, comme s'ils avaient été incinérés de l'intérieur, mais le tissu autour était intact. 4e nuit. Damian a commencé à changer. J'ai vu ses paupières cligner horizontalement, comme un reptile. Il a remarqué qu'on le regardait et a souri ce sourire qui n'était plus humain. Vous le sentez aussi, hein? L'envie d'arracher cette peau fausse, de montrer ce qui a toujours été caché dessous. Il s'est arraché les dents, une par une, sans sembler souffrir. Juste une curiosité morbide pendant que de nouvelles dents, pointues, dentelées, repoussaient instantanément. Puis il a marché calmement vers la forêt, et la dernière chose que j'ai entendue fut son rire se transformer en hurlement. 5e nuit, il n'en restait plus que 6. Le feu brûlait maintenant, dans des couleurs qui n'ont pas de nom, projetant des ombres qui bougeaient toutes seules. Et j'ai compris quelque chose de terrible. J'avais faim, mais pas de nourriture. J'avais faim des autres. Quand j'ai regardé Raven, je n'ai plus vu une personne. J'ai vu de la chair, des os à briser, du sang à boire. Et à son regard horrifié, j'ai compris qu'elle voyait la même chose en moi. Le rituel ne nous changeait pas. Il révélait ce qu'on avait toujours été. 6e nuit, 3 restants. Moi, Raven et Kenji. Mais ce n'était plus nous. Quelque chose d'ancestral s'était réveillé. Quelque chose qui dormait dans les couches les plus profondes de la psyché humaine, avant la civilisation, avant la morale, avant qu'on apprenne à cacher nos instincts prédateurs sous des sourires polis et des lois sociales. Le feu a révélé la vérité finale cette nuit-là. Dans les flammes dansantes, j'ai vu des images. Cette montagne, il y a des milliers d'années, des tribus anciennes faisant des sacrifices, nourrissant quelque chose qui vivait dans les profondeurs de la terre. J'ai vu comment cette chose, ce Dieu affamé et oublié, avait été emprisonné ici quand le monde a changé, quand l'humanité a évolué au-delà de son culte sanguinaire. Mais il avait encore faim, et tous les 7 ans, quelqu'un organisait cette expérience, apportait des offrandes déguisées en participants, et le rituel triait, séparait, révélait qui portait encore cette étincelle primitive de monstruosité pure. Les dignes, ceux qui survivaient, n'étaient pas les bons. C'était des pires. Je comprends maintenant. Harry Kenji, la voix caverneuse. Ses doigts s'étaient allongés, les articulations se brisant et se reformant à des angles impossibles. On l'a eu. On a toujours été ça. La civilisation n'est qu'un masque, mais ici on peut l'enlever. Il a attaqué Raven, pas avec des armes, avec des dents et des ongles devenus cauchemardesques. J'aurais dû l'aider, j'aurais dû être horrifié, mais j'ai ressenti seulement de la curiosité. Et une faim grandissante en regardant le sang gicler. Quand ce fut fini, Kenji s'est tourné vers moi. Il s'attendait à ce qu'on se batte. Mais quelque chose de plus profond est passé entre nous. Une reconnaissance. Un accord silencieux dans une langue antérieure aux mots. 7e jour. Aube.
Le sentier est apparu. Un chemin de pierre blanche serpentant vers le bas. Le feu s'est enfin éteint. Et à la place de la plaque, il y avait maintenant un miroir d'obsidienne. J'ai regardé mon reflet et je n'ai pas reconnu ce qui me regardait. Mes yeux étaient différents, vides de tout ce qu'on pourrait appeler humanité, mais remplis de quelque chose de plus ancien, de plus vrai. L'hélicoptère est revenu, le même pilote. Il n'a pas été surpris qu'il n'y ait que 2 survivants. Il a juste hoché la tête et nous a tendu des enveloppes avec notre paiement. « À la prochaine récolte », a-t-il dit. Et j'ai vu que ses yeux aussi étaient vides. Je suis rentré. Mon boulot. Ma routine. Les gens autour de moi ne remarquent rien. Je souris correctement. Je dis les bonnes paroles. Je porte le masque que tout le monde porte. Maintenant, je pense qu'à ce qu'il y a dessous. En moi, en eux, en nous tous. Et toutes les nuits, j'entends le tambour. Il appelle. Il promet que dans 7 ans, je pourrai enlever le masque à nouveau. Le pire n'est pas de savoir que des monstres existent. C'est de découvrir que tu en as toujours été, que tu as hâte de la prochaine chasse. Aujourd'hui, une invitation est arrivée dans tes mails. Expérience de survie, rémunération généreuse. Tu vas accepter ou tu sais déjà ce que tu trouveras au fond de toi? Commente depuis quelle ville et quel pays tu nous regardes. J'ai besoin de savoir où les monstres se cachent, y compris toi. Dors bien, si tu peux.